Crise sécuritaire, politique et humanitaire en RDC, marquée par l'agression rwandaise dans l'est du pays. On en parle aujourd'hui dans ces grands magazines, l'interview sur Wise Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est sur cet angle qu'est l'avenir pour les dialogues extra- et intercongolais que nous abordions ces sujets avec un journaliste politique, bien sûr, un jeune Congolais, avec un parcours séduisant et apprécié. Monsieur Patrick, bonjour et bienvenue. Bonjour, très cher journaliste. Merci beaucoup de l'invitation. Merci surtout pour la présentation. Et je crois que nous avons répondu à votre invitation pour donner notre voix, faire notre analyse sur la situation sécuritaire et ainsi que humanitaire dans notre pays. Donc je crois que tout au long, nous espérons que nous serons à la hauteur pour répondre à vos différentes questions. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Patrick, le pays est agressé. Le territoire, l'intégrité territoriale plutôt violée. Des cas de viol de jeunes filles, de femmes, mais également la situation humanitaire aggravante dans les deux provinces de l'Est de notre pays. Comment décrivez-vous la situation? Merci pour la question. Mais déjà, je dirais, comme tout Congolais, avant d'être journaliste, on est d'abord patriote. Nous sommes touchés dans notre fond intérieur. C'est une situation qui ne nous plaît pas du tout. Nous sommes vraiment écœurés, sidérés de voir surtout nos mamans, nos différentes femmes congolaises qui sont violées toutes les heures. Et il y a autant de déplacés dans des cas de réfugiés, dans des différents cas de déplacés, allais-je dire, différents camps de déplacés, allais-je dire. Donc cela ne peut pas nous laisser indifférents. Nous partageons cette peine-là, nous compatissons avec la population qui se retrouve dans cette contrée-là de la République démocratique du Congo. Mais bien avant, mais au-delà des compatir, au-delà de cette désolation, nous devons reconnaître aussi, si nous sommes arrivés à ces stades-ci, c'est parce que nous sommes aussi, nous, je vois bien Kinshasa, les autorités, nous sommes aussi, à une grande partie, responsables de la situation qui sévit dans l'Est de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. N'est-ce pas le moment de se mettre ensemble, de réfléchir autour de ces problèmes? Récemment, le chef de l'État a officiellement tendu la main à toutes les couches politiques, notamment l'opposition, pour un dialogue entre Congolais qui aboutirait bien sûr à la formation d'un gouvernement d'union nationale. Pensez-vous que le président a clairement manifesté sa volonté de trouver une issue à cette crise? Merci beaucoup. Je dirais, le président s'est rassemblé, s'est retrouvé autour d'une table, oui. Mais c'est le format et l'initiateur qui pose problème, la qualité de l'initiateur qui pose problème. Aujourd'hui, la main tendue du président de la République, qui intervient vraiment, je pourrais dire, un peu en retard, il est peut-être en retard par rapport à d'autres acteurs politiques qui l'ont déjà proposé il y a belle lurette. Ça, c'est une chose. Et il se retrouve aujourd'hui, sa main est tendue, mais elle est courte. Sa main est tendue, elle est courte. Il y a des acteurs, pour ne pas tous les citer, comme Fayou. Il y a longtemps, juste après les élections, Fayou avait proposé que les Congolais, que les forces vives puissent se retrouver. Les chefs de l'État avaient répondu qu'il n'y a pas une crise en interne. Et au fur et à mesure que le président s'est radicalisé, dans la partie Est, la rébellion aussi avançait, et en interne, la crise politique s'aggravait encore davantage, et le président reculait. Kinshasa reculait de plus en plus. Reculait de plus en plus vers la solution. Et aujourd'hui qu'il tend la main, je ne sais pas pourquoi je vous ai dit que sa main est courte. Mais il y a possibilité qu'il trouve du sauvetage auprès des acteurs neutres pour arriver à ses fins.
Puisqu'aujourd'hui, répondre à l'appel du chef de l'État, certainement vous allez le dire, comme annoncé, déjà les consultations débutent par son conseiller en matière de sécurité, débutent le lundi, ici. Lancer ces consultations-là aujourd'hui, certainement, il va rencontrer tous les acteurs, même certains opposants. Mais ceux qui répondront favorablement, c'est une sorte de consultation, ceux qui répondront favorablement à cet appel seront considérés comme étant des débouchés. Et puis, ils ne seront pas nombreux. Je peux même vous citer, il y a des acteurs comme Adolphe Mositou qui lui avait déjà accepté sportivement les élections de 2023, avait accepté que le chef de l'État avait gagné. Lui peut adhérer à ces gouvernements de national. Mais je vous dis, le pourcentage est très faible pour que d'autres politiciens puissent rejoindre cet appel au chef de l'État. Mais pratiquement, qu'est-ce qui bloque l'opposition à rejoindre la main tendue du président de la République? Ça, d'accord, merci pour la question. Qu'est-ce qui bloque? La première qui bloque, je vous ai parlé de la qualité. Le chef de l'État lui-même, puisque l'initiative vient de lui, voilà la raison pour laquelle cette initiative-là peut-être peut ne pas atteindre ses objectifs. Vous voyez? Tous ces objectifs, je dois les dire comme ça. Ça, c'est d'une part. D'autre part aussi, aujourd'hui, les opposants, les radicaux actuellement, considèrent le pouvoir, l'administration Tshisekedi, comme étant une partie prenante au conflit. Or, vu sur cet angle-là, une partie prenante dans un conflit ne peut pas être à la base d'une initiative de résolution de problèmes. Est-ce qu'il y a-t-il des conditions que l'opposition a Effectivement, posées? il y a des préalables. L'opposition est d'accord pour un gouvernement de l'Union nationale, est d'accord pour des négociations, mais pas dans un format où le chef de l'État aura une suprématie, où l'initiative venait du chef de l'État. Voilà pourquoi vous allez constater. Regardez dans leurs différentes déclarations ou communiqués sortis médiatiques. Ils vous diront qu'ils sont d'accord pour négocier, mais dans le format proposé par les églises catholiques et protestantes. Voilà, tout à l'heure, je vous ai parlé des personnes neutres. À leurs yeux, aujourd'hui, l'initiative de pacte social pour la paix et les bien vivre ensemble en RDC et dans les Grands Lacs proposés par les deux églises, pour eux, je parle bien de ces opposants-là, qu'on pourrait considérer aujourd'hui comme étant des radicaux, pour eux, c'est ça l'initiative, c'est ça la voie à suivre. Parce que là, même le chef de l'État sera partie prenante. Même le chef de l'État sera partie prenante. C'est un peu ça. Mais au regard de la situation actuelle, est-ce que la démarche proposée par le chef de l'État, les consultations annoncées, nous amènera à trouver quand même des solutions à ces problèmes? Je reste vraiment sur ma soif et je donne peu de chance à cette initiative. Je donne peu de chance parce que déjà, je vous dis, le chef d'État, pour son initiative, pour ses consultations, pour son idée, il n'aura que deux choses à faire. Soit débaucher certains politiciens, soit il va buter à la résistance de ceux-là qui hier, quand il parlait du dialogue, quand il parlait des négociations, le chef de l'État n'avait pas répondu, avait réservé une fin de non-recevoir à leur requête. Donc aujourd'hui, je ne vois pas cette initiative aller jusqu'au bout. Certes, il va consulter des gens. Il va rencontrer des forces vives. Il peut même rencontrer certains politiciens opposants que nous venons de qualifier ici comme étant des radicaux. Mais le problème, c'est l'issue. Ils ne vont pas rejoindre le chef de l'État sur ces formats ici. Ça sera très difficile. Ça sera très difficile, mais est-ce que la position de l'opposition influence-t-elle la situation actuelle? Effectivement, parce qu'il y a une fragilité, une fébrilité, une fragilité au niveau intérieur. Au niveau intérieur. Parce que des grands leaders, des caciques, des cadors de la société ne donnent pas de la voix, vous voyez, n'accompagnent pas les différentes initiatives, des idées du chef de l'État, je dirais, du gouvernement de Kinshasa, pour endiguer, si pas terminer, la guerre dans l'Est. Il y a une adhésion populaire, mais je crois avec ces leaders-là, les mêmes opposants, oui, ils refusent la main du président
de la République, Oui. mais soutiennent le pourparler entre le pouvoir de Kinshasa et le M23. Oui. Y a-t-il pas une contradiction là-dessus? Il n'y a pas de contradiction. À mon humble avis, il n'y a pas de contradiction. Pourquoi? Vous avez parlé des discussions directes entre les M23 et le Oui, pouvoir de on a Kinshasa. vu une grande partie des opposants, majeurs d'ailleurs de ces pays, Ouais. Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Augustin Matata Mponyo, Lili Sesanga ont été positifs par rapport à ces pourparlers, malgré que ça n'a pas été. Mais oui, mais c'est normal. Il n'y a pas de contradiction, à mon humble avis. Pourquoi? La rencontre, les discussions entre le pouvoir de Kinshasa et le M23 ne viendra pas tout résoudre. Même eux-mêmes le savent et ils l'ont dit. Ne viendra pas tout résoudre. Mais au moins, c'est important que les débuts de discussion, qu'il y ait début de discussion entre les deux parties. Et puis après, ils disent quoi? Ils réitèrent leur confiance. Ils rejoignent le projet de la CENCO et de l'ECC. Parce que c'est un projet globalisant, mais aussi inclusif. Même les deux parties, même le M23, même l'administration du Tshisekedi seront conviés sur la table des négociations dans ces formats-là des deux confessions religieuses. Parlons de ça, pacte social pour la paix, une initiative du duo 5 et CC, les consultations engagées par la délégation des églises catholiques et protestantes depuis l'intensification des combats dans l'Est. Quelle est votre lecture de cette initiative? D'accord. Permettez-moi d'abord de terminer ma phrase en rapport avec votre précédente question. Je dirais, les débuts des négociations. D'ailleurs, vous allez constater qu'à chaque fois, même les deux confessions religieuses, ils ont dit qu'ils sont favorables à des discussions engagées par Luanda. Discussions directes, des dialogues directs entre le pouvoir de Kinshasa ainsi que la rébellion de l'AFC M23. Mais, seulement, ça ne viendra pas tout résoudre. Pour moi, c'est un bon début. Puisque, il faut vous rappeler, il y avait une ligne rouge des pouvoirs de Kinshasa. Kinshasa ne va jamais négocier avec le M23 parce qu'ils sont des pantins. Mais aujourd'hui, accepter de rencontrer ces gens-là. Kinshasa a posé des conditions. Effectivement. Il faut revenir au processus de Luanda, oui. Mais également tenir compte de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais oui, mais tout ça, mais non, mais il faut nous rappeler ici que Kinshasa a envoyé une délégation, avait déjà envoyé une délégation. C'est-à-dire que Kinshasa était, tout au plus, le gouvernement était prêt à débuter des discussions. Vous voyez, malheureusement, l'autre partie n'avait pas envoyé ses délégués au regard de tout ce qu'ils ont évoqué en rapport avec des sanctions. Pour revenir à votre question, je vous dirais ceci. L'idée du pacte social est partie d'un constat. Et ils l'ont dit, les deux églises influentes de notre pays. Ils ont dit ceci. Ils ont observé, même eux-mêmes, pendant peu de temps, nous étions là en train de condamner les exactions dans l'Est. Ils ont condamné la rébellion. Ils ont même proposé, vous voyez, ils ont même proposé certaines idées, mais qui n'ont jamais abouti. Ça, c'est d'une part leur responsabilité. Donc, ils ont eu à échouer. D'autre part, le pouvoir de Kinshasa, le gouvernement, a pris plusieurs initiatives, tant au niveau diplomatique, politique, mais aussi sécuritaire. Mais il n'y a pas eu de résultats probants, des résultats escomptés. Pourquoi? Il y a progression, il y a percée de la rébellion. Là, ils l'ont dit quand? Nous sommes au mois de décembre de l'année passée, à la nuit de Noël. C'est à ce moment-là qu'ils ont lancé leur idée. Mais cette démarche de deux églises, le gouvernement a dit que les deux églises n'ont pas eu mandat ni approbation du chef de l'État pour aller jusqu'à... D'accord. Voilà. D'accord, pas de souci. Avant de lancer des consultations, d'aller voir d'autres acteurs, ils ont commencé par échanger avec le chef de l'État.
Mais est-ce que, Très cher est-ce journaliste. que le chef de l'État Très les cher a journaliste. Mon cher, clairement je vous dis, sa position par rapport à ceci. cette initiative? Le chef de l'État reçoit les chefs religieux. Et à la fin, les chefs religieux vous donnent une interview. Ils disent que le chef de l'État, il a approuvé notre démarche. Il nous a demandé, mais il y avait une recommandation du chef de l'État, là c'est sur qui l'a dit, d'étendre un peu leur initiative et d'intégrer aussi d'autres églises. D'autres églises, c'est-à-dire la plateforme confession religieuse, parce que les deux églises n'appartiennent plus à la plateforme confession religieuse. Vous voyez, ça c'est une chose. Et puis, plus loin, après ça, ils ont commencé des consultations ici à Kinshasa. Et puis ils sont allés ailleurs. Vous croyez vraiment qu'ils peuvent quitter ici? Les chefs religieux des deux églises peuvent quitter Kinshasa sans pour autant que le premier d'entre les Congolais ne soit informé. Vous allez constater, et ils ont dit, mais le chef de l'État n'a jamais dit. Certes, de vive voix, le chef de l'État n'a jamais dit que oui, je vous donne le mandat d'aller rencontrer les M23 et consorts. Mais le chef de l'État était informé. Le chef de l'État n'a pas interdit à ses pasteurs d'aller rencontrer les rebelles des M23 et d'aller rencontrer d'autres chefs de l'État. Aujourd'hui, ils sont reçus partout. Ils sont reçus dans presque tous les salons diplomatiques. Ils sont reçus par des gens considérés comme étant des acteurs importants dans la résolution des conflits en RDC. Est-ce que cela leur donne du crédit? Ils ont déjà du crédit. Les deux églises ont du crédit, surtout ici en RDC. En isolant les autres? Non, ils n'ont pas isolé les autres. Il faut voir, vous-même, vous avez vu les deux dernières sorties médiatiques des pasteurs oui, affirmait que la démarche... Oui, mais déjà, mais lui n'était pas là. Et puis après, plus loin, il y a une personne qui était là. Je crois les révérends Jibaki dit qui confirme les propos du pasteur Kankenza. Bon, je dirais, supposons que c'est vrai et que Scholl aurait dit que ceux qui sont en train de faire leur pacte social, c'est lui qui viendra après le chef de l'État. Mais avant que celui-là ne vienne, l'actuel chef d'État ne va pas en bénéficier. Et puis, est-ce qu'il y a une recette déjà préparée que les deux églises vont imposer aux négociateurs? Non. Oui, le pacte social à trois étapes. L'interprétation. Oui, c'est l'interprétation. Mais vous êtes journaliste, vous devez aussi aller au-delà. C'est l'interprétation. Je vous dis, le pacte social à trois étapes. Là, après consultation des différents acteurs et consorts, le pacte social, les initiateurs du pacte social ont mis en place des commissions. Il y a plusieurs commissions qui sont animées par des scientifiques des différents domaines de la vie publique, de la vie nationale, allez je dire. Il y a l'aspect diplomatique, il y a des experts politiques, des experts économiques. Parce que, je vous ai dit, c'est un projet globalisant, mais aussi inclusif. Globalisant parce que ça prend tous les domaines de la vie nationale. Ils sont en train de réfléchir. Et ils vont soumettre leurs différentes idées lors du grand forum, du grand dialogue ici en interne. Est-ce que cette position a été communiquée? Si, c'est communiqué. Allez-y, c'est communiqué par l'Église. Il y a un problème. C'est communiqué. D'autres se limitent, c'est-à-dire que la démarche, Scholl a parlé d'une démarche inclusive entre Congolais, mais ils sont surpris de le voir à l'Ouganda, il y a deux niveaux. Jusqu'au Rwanda. Il y a deux niveaux dans le pacte social. C'est moi d'abord fini. Pendant une dizaine de journées, selon les provisions de l'ECC et de la CENCO, il y aura des négociations ici en interne entre Congolais. Il y aura un dialogue d'abord entre Congolais. À la fin, il y aura une charte de gestion de la République, de gestion politique, sécuritaire et économique de la République durant les 60 prochaines années. Et la charte sera signée par toutes les parties et rendue dans le public pour que tous les Congolais aient accès à ces documents-là. Mais après ça, ces documents-là seront présentés au niveau de la présidence de l'Union africaine, au niveau de la SADC, au niveau de l'EAC, au niveau de la CRGL, même au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour quel objectif? Ça, c'est la troisième étape. Pour maintenant un forum inclusif de la région des Grands Lacs. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle
je vous ai dit, le problème, c'est à des niveaux. La raison pour laquelle ils ont commencé au niveau interne, et ils sont en train de rencontrer d'autres acteurs extérieurs, c'est pour ce deuxième objectif-là, d'un forum national d'un forum africain sur la question sur la région des Grands Lacs. C'est ça le deuxième objectif. C'est la raison pour laquelle ils sont en train de rencontrer aussi des acteurs extérieurs. Et je vous dis, ces projets ici, c'est salvateur. Pourquoi? Je vous renvoie. Voyez la dernière sortie du président honoraire. Le président honoraire vous dit, le problème des Congolais doit d'abord être débattu entre les Congolais. Et il fait allusion à 2002, à Sun City. Et il a dit quand? À sa sortie, après son échange avec Thabo Mbeki. L'ancien président de la République sud-africaine. Et à l'époque de Sun City, c'était lui aussi le président en exercice de l'Union africaine. Voilà. Et il était témoin des négociations, du dialogue, appelé le dialogue intercongolais, le DIC ou DIC. Il y avait des résolutions entre d'abord Congolais. C'est-à-dire, nous avons la capacité, entre nos Congolais, de dialoguer, d'échanger, de trouver des solutions à nos propres problèmes. Vous voyez, c'est cela. Et cette dynamique-là est reprise dans la première partie du projet du pacte social. Mais parlons de l'ancien chef de l'État. L'abbé Cholela a bien dit que l'ancien président de la République, l'a dit clairement qu'il ne négociera pas avec le chef de l'État. Il a été le premier à être consulté par l'Église. Oui. Non. Le problème, c'est quoi? Il avait demandé aux évêques de continuer leur initiative. Et l'objectif, ce n'était pas illico presto d'avoir un tête-à-tête entre l'ancien, le nouveau chef et l'actuel chef de l'État. Non. Et plus loin, dans son interview, il a clairement dit qu'il est prêt à participer à des négociations pour la paix. Mais là, après... Vous voyez pourquoi je vous dis? C'est-à-dire, il est prêt à négocier, il est prêt à échanger, à donner ses idées pour la paix, pour que la paix revienne. Il a même dit que durant près de 22 ans, durant près de 18 ans, c'est-à-dire durant son règne, il y avait au moins, je dirais, pas une paix à 100%, mais au moins à un grand pourcentage, on vivait dans la paix ici. Mais au-delà de tout ça, quelle politique adopter pour mettre fin définitivement à ces conflits? La solution militaire, la voie diplomatique, le dialogue. Si c'est le dialogue, avec qui il faut négocier et sous quel format? D'accord. Les formats, je vous dis, le format idéal actuellement, c'est le format proposé par les deux églises. Je n'aimerais pas me répéter là-dessus. Mais maintenant, la solution n'est pas militaire. La solution, elle est politique et diplomatique. Ici, il faut reconnaître pourquoi la solution n'est pas militaire, mais en attendant, vous négociez, vous vous battez sur le plan diplomatique et il faut défendre aussi le pays. Oui, mais protéger vous êtes en train de défendre le pays. L'ennemi vous repousse, l'ennemi avance, l'ennemi occupe les territoires et vous dites que vous êtes en train de protéger. Non, je suis d'accord. Vous voyez, là, je dirais, parmi l'une des premières missions d'un État, d'un gouvernement, c'est, à défaut de défendre ses compatriotes, ses citoyens, c'est de les venger. À la première escarmouche, il fallait que l'armée congolaise puisse défendre. Vous voyez? Ça, c'est d'une part. Je vous donne un exemple. En Israël, l'Israël a été frappé par Gaza, si je ne m'abuse, le 7 octobre 2023. Et aussitôt frappé, aussitôt il y avait une réponse. C'est-à-dire, le premier ministre Netanyahu n'avait pas dit non, il y a une idée qui a été d'être concoctée pour riposter sagement, pour riposter vigoureusement. Non. Automatiquement, il y a une réponse. Ils ont commencé à frapper, ils ont commencé à pilonner les positions de Gaza.
Et après, ce n'est qu'après, puisqu'ils étaient en position de force, ils ont aussi accepté de dialoguer. Donc, pour dialoguer, il n'y a que deux cas. Soit vous êtes en position de force, soit vous êtes en position de faiblesse, ou alors vous êtes en égalité. Mais actuellement, je vous dis, et le chef de l'État l'a dit, et il le fait d'ailleurs, il a été très sage de ne pas déclarer la guerre. De ne pas déclarer la guerre contre le Rwanda. Il a été très sage, et je vous dis pourquoi. Parce qu'il le sait, il le dit lui-même, il le sait, que du point de vue sécuritaire, nous sommes fébriles. Nous n'avons pas encore une armée capable de défendre. D'ailleurs, il suffit de voir vous-même que les rebelles sont entrés à Bukavu, mais sans combat. Il n'y avait pas de combat. Il n'y avait pas de combat. Mais l'armée a parlé d'une repli stratégique pour protéger les civils. Repli stratégique, pourquoi il n'y avait pas de combat? Voilà pourquoi je vous dis, on n'a pas combattu. Repli stratégique ou pas, il n'y a pas eu combat. Là, on doit être d'accord. Repli stratégique ou pas, il n'y a pas eu combat. Bien sûr. Voilà. Là, vous êtes au moins d'accord avec moi. Et je vous dis, et le chef d'État, il le sait très bien. Il manipule, il sait très bien nager sur le terrain diplomatique. Du plan diplomatique, voilà. Quelle est votre lecture de la proposition de l'Angola visant à engager un dialogue direct entre le gouvernement congolais et le mouvement terroriste soutenu par les Rwandais? Oui. Déjà, il faut rappeler ici, cette démarche-là de Luanda est consécutive aux conclusions du sommet de Dar es Salaam. D'abord, de 1, les deux processus, Nairobi et Luanda, ont été fusionnés. Et parmi les résolutions, il fallait que le pouvoir de Kinshasa accepte de dialoguer avec toutes les parties prenantes au conflit, y compris les groupes armés, les AM23. Mais alors que le chef de l'État... D'accord. C'est ce que je vous dis, c'était consécutif. La position de ne pas négocier. Oui, mais s'il faut négocier. Et puis après, il a accepté. Dans le cadre. Oui, on ne peut plus parler de la ligne rouge. Oui, on ne peut plus parler de la ligne rouge parce que le chef de l'État avait accepté. Il y avait des délégués congolais à Luanda. Le lundi, là, il y avait des délégués, les 17, il y avait des délégués congolais à Luanda pour négocier. En fait, le pouvoir de Kinshasa avait accepté de négocier avec les rebelles de M23. Bien que ce dernier n'ont pas pu effectuer les déplacements pour des raisons évidentes que nous connaissons, nous tous ici. Ils ont évoqué des sanctions européennes et américaines. Vous voyez, c'est à ce niveau-là. Et aujourd'hui, je vous dis, mais maintenant, l'erreur, ou je dirais la faiblesse de la démarche de João Lourenço, c'est de ne pas tenir en compte, vous voyez, c'est de ne pas tenir en compte les aspirations internes, la crise interne. Vous voyez, c'est ça aussi. Mais il faut d'abord éteindre. Et là où Lourenço, il faut d'abord éteindre les armes. Et je vous dis, là où Lourenço, Sassou Nguesso et je dirais et d'autres acteurs africains ont échoué, c'est là où l'émir du Qatar a réussi. Parce qu'il faut vous rappeler, les deux se sont rencontrés, certainement on va en parler, les deux se sont rencontrés à Doha. Après une année, la dernière rencontre entre les deux chefs de l'État, c'était lors du sommet de l'Union africaine l'année passée, au mois de février. Vous voyez, c'est-à-dire, au mois de décembre dernier, il y avait mi-décembre, il y avait une rencontre au sein des chefs de l'État qui a été inventée aussi. Pourquoi? La qualité du facilitateur aussi, son impartialité est aussi remise en cause. On le juge trop proche de Kinshasa. On le juge trop proche du président de la République. Or, ça déjà, en termes de négociation, pour arriver à une issue voulue, ça sera un peu très difficile. Et au nom de la neutralité de l'émir du Qatar, voilà la raison pour laquelle les deux dirigeants africains se sont croisés. Terminons par cette question. Une rencontre secrète qui n'a pas été annoncée entre les deux chefs d'État impliqués au conflit, facilitée par l'émir du Qatar, a abouti à une réaffirmation de leur engagement pour un cessez-le-feu immédiat dans l'Est. Toutefois, cet engagement reste sans garantie sur le terrain, car les affrontements se poursuivent. Quel est votre point de vue, M. Patrick? Merci beaucoup. Très cher journaliste, je vous dirai ceci.
D'abord, j'ai salué cette rencontre-là, parce que c'était importante, la rencontre entre les dirigeants africains. Ça, c'est d'une part. Mais d'autre part, il faut relever que Kigali n'avait plus de choix. Kigali est asphyxié avec la multiplication des sanctions, mais aussi des mesures de ses collaborateurs, de ses partenaires extérieurs. Or, lui, son économie tourne à une grande partie de l'aide extérieure. Et ces mêmes partenaires ont accentué une pression sur Kigali. Et voilà la raison pour laquelle Kigali n'avait plus de choix que d'accepter cette rencontre-là. De l'autre côté aussi, Kinshasa aussi, Kinshasa aussi voulait endiguer la percée de l'FCM23 vers le Walikale. Puisque cette percée-là, parce que le Walikale, c'est en quelque sorte, je dirais, le dernier verrou pour atteindre Kisangani. Pour calmer un peu les ardeurs, c'était important de jouer la carte de l'apaisement. Voilà la raison pour laquelle les deux chefs de l'État se sont rencontrés. Mais ça, c'est d'une part. Mais c'est resté sans garantie. C'est resté sans garantie, effectivement. C'est resté sans garantie. Mais au moins, les deux chefs d'État ont réaffirmé leur engagement par rapport à la trêve. Par rapport à la trêve, déjà, la trêve du 22 février, consécutive aussi au sommet de Dar es Salaam. Mais maintenant, il y a une contradiction. Et là, je salue les chefs d'État. Parce que quand le chef d'État disait qu'il ne va pas négocier avec le Panté, il va négocier directement avec les parents. Kigali niait. Kigali niait d'être derrière cette rébellion. Mais aujourd'hui, après l'envoi de Doha, dans le communiqué, il est dit ceci, les deux chefs de l'État ont réaffirmé leur engagement par rapport au cessez-le-feu décidé dernièrement. Donc, pourquoi vous allez accepter de cesser le feu alors que vous niez la paternité de voyez, de cette rébellion-là. Et puis, chose grave, aujourd'hui, ce que vous allez certainement le dire, vous êtes informés, il y a l'AFC a aussi annoncé une trêve, ils disent une trêve stratégique. Est-ce qu'ils n'ont pas reçu le mot d'ordre de leurs parrains? Espérons. Est-ce qu'ils n'ont pas reçu le mot d'ordre de leurs parrains? Mais seulement, le problème c'est que quelle suite sera donnée à Luanda? Puisque déjà, quand les chefs diplomatiques angolais dit déjà qu'ils étaient étonnés de cette rencontre-là. C'est déjà là, du point de vue diplomatique, en réalité, il a exprimé une frustration. Sur cet angle, faut-il espérer un dialogue direct et transparent entre les deux chefs d'État dans le cadre du processus de Luanda? Parce que la dernière rencontre avec le mur du Qatar, on ne sait pas c'est dans quel cadre. Mais le processus de Luanda, c'est un cadre reconnu. Et d'ailleurs, conseillé et comment dirais-je peut-être recommandé par les Nations Unies dans sa résolution. Est-ce qu'après cette rencontre avec le mur du Qatar, on peut espérer maintenant une discussion directe et transparente entre les deux présidents de la République? Oui, je crois que il faudrait qu'il y ait des garanties. C'est plus le président rwandais qui n'a plus assez confiance, qui ne donne plus du crédit aux facilitateurs angolais. Mais je crois du côté du Kinshasa, le chef d'État n'a jamais dit qu'il y avait un problème, qu'il avait un problème pour lui d'engager des discussions directement avec son homologue. D'ailleurs, c'est ce qu'il a toujours voulu, parce qu'il disait, je dois le dire, les uns entendent dire, qu'est-ce que tu veux de mon pays? Lui n'a jamais connu de problème. Et je crois que après la rencontre de Doha, même si je doute, mais mon inquiétude, c'est plus par rapport à ces dialogues-là directs avec le M23. Pas particulièrement avec le président angolais et le président congolais. Mais plus, c'est avec la rébellion, Kinshasa ainsi que la rébellion. De ce côté-là, je reste un peu sur ma soif. Mais, je dois ici le dire, je suis convaincu qu'ils ont rejeté le rendez-vous de Luanda parce qu'ils savaient que leur parrain allait rencontrer le président Tshisekedi à Douala. Ils étaient informés. Mais maintenant, il fallait voir quelle sera la suite de cette rencontre-là. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas voulu présenter. Et aujourd'hui, je vous dis déjà, il y a un représentant américain
qui est envoyé ici va rencontrer le pouvoir de Kinshasa, va rencontrer le pouvoir de Kigali, mais aussi les M23. Et ça dit tout déjà par rapport à l'impréalable en ce qui concerne les sanctions qui leur sont infligées. Merci beaucoup. Voilà, il s'est exprimé à haute voix sur la situation sécuritaire actuelle en RDC, mais également sur la situation politique, humanitaire aussi. Mesdames et messieurs, c'est en ces termes que nous mettons fin à notre interview d'aujourd'hui. Monsieur Patrick, merci de répondre à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Chers internautes, merci pour votre confiance et à la prochaine.